Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va un petit peu discuter autour du thème des leaders, et en particulier pourquoi ils émergent partout, que ce soit les animaux, les humains, et un petit peu comment tout cela a évolué. Donc imaginons par exemple un groupe de rats dans un laboratoire, ils vivent ensemble, ils vont partager la même cage, le même espace, les mêmes ressources. Au début, tout semble égal. Chacun cherche à se nourrir, à explorer. Et en fait, très vite, il va y avoir une hiérarchie qui va s'installer. Un individu, parfois par des signaux extrêmement subtils, parfois plutôt par des confrontations plus directes, il va s'imposer comme dominant. C'est celui qui mange en premier, qui choisit les meilleurs endroits pour dormir, qui prend l'initiative des mouvements collectifs. Et c'est pas le hasard. Dans presque toutes les espèces sociales, ce phénomène se produit. Maintenant, imaginons que ce rat dominant disparaisse. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant un moment, le groupe va connaître un court désordre, des tensions vont apparaître, quelques bagarres vont éclater. Et en fait, rapidement, un autre individu va prendre la place laissée vacante. Et en fait, ce processus est automatique. C'est une sorte de loi naturelle. Quand un leader disparaît, un autre va surgir. Pourquoi? Donc, est-ce que c'est une lutte de pouvoir, une course à l'ego, une envie d'imposer sa force, ou alors c'est une nécessité profonde qui est enracinée dans la survie même du groupe? Et en fait, on peut transposer cette question chez les humains, dans une équipe de travail, dans un projet associatif, ou même lors d'une simple soirée entre amis. On voit souvent quelqu'un prendre les choses en main. Cette personne n'a pas forcément été désignée officiellement, mais naturellement, elle organise, coordonne, propose, tranche quand il le faut. Et les autres qui vont être plus ou moins conscients de cela vont la suivre. Alors pourquoi les sociétés humaines, elles ont inventé des chefs, des présidents, des rois, des meneurs? Et surtout, pourquoi ce phénomène, c'est universel, puisqu'il est observable à la fois chez les rats, chez les primates, chez les abeilles, et bien entendu chez nous. Et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que ça touche à plein de domaines différents. L'évolution, la psychologie, la biologie, mais aussi la culture et l'histoire humaine. Donc on va voir pourquoi c'est apparu, quels mécanismes le produisent et comment ça varie selon les contextes et ce qu'il se passe quand ce leader disparaît. Donc déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un leader? En fait, avant de plonger dans cette explication, il est crucial de le définir. Donc on pense souvent à une figure officielle comme le président, le roi, le PDG, mais en fait, en réalité, le leadership, ça ne se résume pas à un titre. Le leader, c'est avant tout un individu qui influence les décisions collectives et qui coordonne l'action du groupe. Le leadership, c'est donc une fonction plus qu'une personne. Et cette fonction-là, elle est indispensable au bon fonctionnement d'un groupe, puisque si elle disparaît, le groupe va se désorganiser. Voilà pourquoi même lorsqu'un leader meurt ou s'en va, un autre va émerger, parce que ce rôle-là, cette fonction-là doit être remplie. Il va exister donc différentes manières d'organiser ce rôle. Il va exister deux formes de leadership qui peuvent coexister. Le leadership par dominance, qui va reposer sur la force, l'agressivité, l'intimidation. Donc le dominant impose sa volonté par la contrainte. Et également le leadership par prestige. Il va reposer sur la compétence, la connaissance, la générosité. Et là, les autres vont le suivre euh, plutôt volontairement, par respect et par admiration. Donc les anthropologues Henrik et Jill White en 2001 ont montré que chez l'humain, le prestige c'est une innovation culturelle majeure. Mais attention, la dominance, elle n'a pas disparu, puisqu'elle va ressurgir souvent en période de crise, quand le groupe perçoit un danger et recherche une autorité forte et directe. Ces deux voies vont coexister et le contexte déterminera laquelle est privilégiée. Donc d'un point de vue évolutionniste, en fait, il n'y a rien qui apparaît par hasard, hein. Si le leadership existe partout, c'est qu'il va apporter des réels avantages à la survie et à la reproduction. Il n'y a donc pas de notion de bien ou de mal, il n'y a pas de morale. Un groupe d'individus va faire face à plusieurs problèmes fondamentaux. Le premier, c'est la coordination. Imaginons un groupe de chasseurs-cueilleurs. Où aller chercher la nourriture, quand se déplacer, qui initie la chasse. Si chacun décide de son côté, le groupe va s'éperpiller et perdre en efficacité. Donc avoir un leader permet de prendre des décisions rapides et cohérentes. Mais également pour la réduction des conflits. Dans un groupe sans hiérarchie, les disputes vont être constantes. Qui accède à la nourriture en premier? Qui a priorité pour s'accoupler? Ces conflits sont coûteux et dangereux. Une hiérarchie stabilise donc la situation. Mais également pour la gestion de l'information. Certains individus savent où se trouve l'eau, les proies, les abris, et donc les suivre est avantageux. Et enfin, la gestion des biens publics, puisque organiser la défense du groupe, punir les tricheurs, répartir équitablement les ressources,
Tout cela demande une coordination. Donc les groupes qui réussissent à résoudre ces problèmes survivent mieux, se reproduisent mieux et transmettent donc leurs gènes. Donc la vie existe. Le leadership, c'est donc une solution adaptative qui a été inventée par l'évolution pour répondre à des problèmes collectifs. Donc il y a plusieurs modèles théoriques qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi et comment les leaders émergent. Le plus simple, c'est celui qui oppose la dominance et le prestige. La dominance va reposer sur la coercition, la peur, et le prestige va reposer sur l'admiration, l'imitation volontaire. Les deux fonctionnent, hein, mais dans des contextes simplement différents. Encore une fois, il n'y a pas de morale, ce n'est ni bien ni mal, c'est comme cela. On peut donc mobiliser des modèles issus de la théorie des jeux. Par exemple, le modèle Hawk-Dove ou Faucon-Colombe, qui montre que dans les conflits, ceux qui attaquent, donc les faucons, ont un avantage. Sauf si trop de faucons vont s'affronter. Donc les leaders, ce sont souvent des faucons victorieux qui sont capables d'imposer leur volonté. On a également le dilemme du volontaire, qui pose la question de qui prend l'initiative d'agir pour le groupe. Si personne ne le fait, le groupe échoue. Et donc le leader peut être souvent celui qui ose initier. On a également la théorie du coup-signal Amos Zahavi, qui explique que des comportements coûteux comme la générosité ou la bravoure signalent la qualité d'un individu et vont augmenter son prestige. Et on va également avoir des modèles de quorum qui montrent comment, chez les abeilles ou les poissons, une décision collective émerge progressivement. Quand un seuil d'individus suit une option, tout le groupe bascule. Et donc ces modèles montrent que le leadership, ça ne se réduit pas non plus à le plus fort domine. Et on le voit aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir ne sont pas forcément les plus forts physiquement. Ils sont juste les plus adaptés et les plus forts dans certains domaines. Il implique donc la réputation, la coopération et des dynamiques collectives complexes. Donc le leadership, ce n'est pas une constante fixe. Ça va varier selon le contexte. Tout d'abord, en temps de crise. Lorsqu'il va y avoir des guerres, des attaques, des catastrophes, les groupes vont privilégier des leaders autoritaires capables de décisions rapides et tranchées. On va avoir en temps de paix ou d'innovation, on va préférer des leaders compétents, inclusifs, inspirants. Plus le groupe est grand, plus il faut des niveaux intermédiaires de leadership, des sous-chefs, des conseils, des institutions. Donc dans des environnements instables, les leaderships sont souvent tournants, flexibles, comme chez les chasseurs-cueilleurs. Donc chez l'humain, cette plasticité, elle va expliquer pourquoi les sociétés basculent vers des régimes autoritaires en période de menace, puis reviennent vers plus de démocratie, entre guillemets, en période de stabilité. Donc le leadership, ce n'est pas une construction sociale. Il est enraciné dans notre biologie. Les hormones vont jouer un rôle important. La testostérone, par exemple. La testostérone, par exemple, qui va être associée au statut et à la sensibilité aux défis hiérarchiques. On va avoir également la cortisol, qui va être l'hormone du stress, qui est plus souvent élevée chez les subordonnés. C'est donc biologique de par les hormones. Et on a également la neurochimie qui va être impliquée, puisqu'on va avoir de la dopamine qui va favoriser la motivation et la prise de risque. Mais également la sérotonine qui va réguler l'hormone et donc le statut. Et l'ocytocine qui va renforcer la cohésion et la confiance à l'intérieur du groupe. La personnalité va jouer également avec l'audace, l'empathie, la tolérance à l'ambiguïté. Et tout cela, ce sont des traits qui sont associés au leadership. Donc, il y a également ce qu'on appelle les winner-loser effects, c'est-à-dire qu'une victoire va renforcer la confiance d'un individu, va modifier sa physiologie et augmenter donc ses chances de gagner encore. Une défaite produit l'effet inverse, par exemple chez les rats, tous ces phénomènes sont particulièrement bien documentés. Donc, c'est également biologique, tout cela s'exprime dans le corps. Donc, la question c'est comment un leader va apparaître dans un groupe. Et bien en fait, souvent ça va commencer par l'initiative. C'est-à-dire que celui qui va bouger en premier, qui va explorer, qui va proposer une direction, va attirer les suiveurs. Et si ses choix s'avèrent bons, il gagne du capital de confiance. Les coalitions aussi vont jouer un rôle. Chez les primates, par exemple, deux individus moyens peuvent renverser un dominant trop tyrannique. Dans d'autres cas, il peut simplement y avoir des règles locales. Par exemple, suis celui qui marche vers la nourriture. Ça suffit à produire un leadership distribué. Et enfin, il y a également des mécanismes de quorum, donc c'est-à-dire que quand il y a un certain nombre d'individus qui suivent une option, tout le groupe va basculer. Donc, les rats sont vraiment un cas d'école, hein, puisqu'en fait, on va distinguer la dominance hiérarchique et le leadership comportemental. Le premier, ça désigne le rat qui gagne les confrontations et qui va accéder aux ressources. Et le deuxième, le leadership comportemental, c'est celui qui va initier les dépassements du groupe.
Quand le dominant meurt, le groupe va connaître un moment de chaos avec des bagarres et des tensions. Et rapidement, un nouvel individu va prendre place. Car sans leader, il va y avoir des conflits qui explosent et la survie du groupe va être compromise. Chez les chimpanzés, par exemple, la politique est permanente. Il y a des alliances, des trahisons, des renversements violents. Chez les bonobos, par contre, les coalitions de femelles limitent la violence et favorisent un leadership plus pacifique. Chez les loups, l'alpha n'est pas toujours le plus fort, mais souvent le meilleur chasseur ou le plus expérimenté. Chez les éléphants, les matriarches, grâce à leur mémoire écologique, elles vont guider le troupeau vers l'eau en période de sécheresse, et leur disparition augmente dramatiquement la mortalité du groupe. Chez les abeilles, les décisions se prennent collectivement sans chef par un mécanisme de danse et de quorum. Et chez les fourmis, la reine ne commande pas, elle pond, et l'organisation émerge des interactions sociales. Chez les chasseurs-cueilleurs, par exemple, pour les humains, le leadership, il est épisodique. Un chef pour la chasse, un autre pour les rituels. Aucun tyran ne peut durer car les mécanismes d'égalisation, moquerie, ostracisme, voire exécution, ça empêchait la domination permanente. Avec l'agriculture, par contre, les surplus de richesses vont permettre l'émergence des big men qui vont asseoir leur prestige par la générosité. Ensuite viendront les chefferies, puis les États avec leurs symboles de pouvoir, avec les trônes, les couronnes, les palais. Et aujourd'hui encore, dans les entreprises ou la politique, on peut voir coexister prestige et dominance. Les experts incarnent le prestige, les dirigeants autoritaires font surgir souvent dans les crises. Donc, pourquoi un leader va toujours apparaître? Parce que la fonction de leadership est indispensable. Sans leader, un groupe connaît le chaos. C'est pourquoi quand un leader disparaît, un autre va apparaître presque immédiatement. Ça peut se faire par compétition directe, le plus fort ou le plus compétent gagne, ou par des mécanismes institutionnels comme les élections, l'héritage et la rotation. Le leadership, c'est donc pas un luxe ou un accident, c'est un mécanisme de stabilisation. Mais le leadership peut également avoir des dérives, avec le despotisme qui peut être efficace à court terme, mais destructeur à long terme car qui va générer stress et révolte. Le groupthink, ou alors excès de conformité, qui peut conduire à des décisions absurdes et dangereuses. Et enfin, il y a un mismatch évolutif, c'est-à-dire que nos cerveaux qui sont conçus pour gérer des groupes de 150 personnes ont du mal à fonctionner dans des organisations géantes ou alors sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plusieurs leçons qui sont utiles aujourd'hui, puisqu'il faut adapter le style au contexte, c'est-à-dire être directif en crise et plutôt participatif en innovation. Maintenir la légitimité par la transparence et l'écoute, et prévenir les abus grâce au contre-pouvoir et à la rotation des rôles. Donc, plusieurs anecdotes, par exemple, chez les abeilles, les éclaireuses dansent pour indiquer un site de nid. Et quand assez de danses convergent, la colonie se déplace. C'est une sorte de démocratie naturelle. Chez les babouins, une épidémie qui a pu décimer les mâles les plus agressifs a transformé durablement la troupe et qui est donc devenue plus pacifique. Et chez les éléments, comme on l'a dit tout à l'heure, la perte d'une matriarche entraîne une augmentation de la mortalité du troupeau puisqu'ils ne vont plus trouver facilement en période de sécheresse des points d'eau. Donc en conclusion, le leadership, c'est pas une invention, enfin c'est une invention de l'évolution. Et il n'y a pas de notion de morale dedans. C'est pas une anomalie, c'est une nécessité. Quand un leader va disparaître, un autre va émerger parce que le groupe ne peut pas fonctionner sans cette fonction. La forme du leadership va donc dépendre du contexte, des normes et des contraintes écologiques. Et le principe est universel. Chez les rats, chez les chimpanzés, chez les abeilles ou chez les humains, la logique est la même. Organiser, protéger, décider. Et donc, la prochaine fois qu'on verra que vous pourrez voir, par exemple, quelqu'un prendre le lead dans une réunion, dans un groupe d'amis, il faut se rappeler que ce n'est pas seulement une question de personnalité, c'est une force ancestrale vienne de millions d'années qui structure encore aujourd'hui la vie sociale sur notre planète Terre.